Mais initialement, c'est quoi en fait un actuaire? C'est quelqu'un qui va essayer de répondre à la problématique de fixer un prix à une prestation, mais qui va se réaliser dans le futur. La gestion active-passif, c'est regarder est-ce qu'on est capable dans les prochaines années, les prochains mois, de faire face à ces risques-là. Et la revoyure S2, finalement, le fait de revoir un certain nombre de paramètres, je trouve ça très intéressant. Donc c'est vrai que ça va nous impacter parce qu'il va falloir transcrire ces changements dans les modèles. Mais ça va permettre quand même de libérer du capital, qui reste intéressant, tout dans un monde concurrentiel. Quand il y a le lancement d'un produit, il y a un gros sujet de rentabilité technique. L'unité de compte, c'est encore plus compliqué en termes de devoir de conseil parce que là, on est directement impacté par la variation de son support. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandoa, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur un métier passionnant et pourtant méconnu, je pense, celui d'actuaire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Bochard, donc responsable de service Solvabilité 2 et modélisation chez Carac, une mutuelle spécialisée dans l'épargne, la retraite et la prévoyance. Alors bienvenue Mathias, comment tu vas? Merci, tout va bien. Ça va et toi? Pour une petite agréable, j'ai quand même travaillé avec Mathias à l'époque où j'étais à la Carac, donc c'est un plaisir pour moi de l'interviewer aujourd'hui. Bah oui, pour moi aussi, hein. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire de la façon dont tu le souhaites? Bah oui, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci beaucoup déjà pour ton invitation, Antoine. Je suis vraiment ravi de participer à cet épisode. Et donc pour me présenter, moi je m'appelle Mathias Bochard. Donc je fais partie de la direction des risques de la Carac, qui est une mutuelle notamment en épargne, retraite, prévoyance. Depuis 2019, de mon côté, je suis responsable d'une équipe de 5 collaborateurs. Et puis on travaille principalement à quantifier la solvabilité de la Carac, donc calculer beaucoup de chiffres. On y est, pourra en reparler, je pense. Parler un peu plus de mon côté actuaire. Donc, moi, je suis certifié de l'Institut des actuaires et ça fait plus de 10 ans que je travaille sur des problématiques, sur des sujets liés à l'épargne, la retraite. Peut-être sur un plan un peu plus personnel, moi, je suis originaire du sud de la France, d'Avignon, où j'ai grandi, j'ai fait mon lycée. Et puis après, moi, j'ai fait l'axe PLM à l'envers. Donc, en fait, j'ai fait ma prépa à Marseille, mon école d'actuaire à Lyon, pour arriver à Paris, là, depuis maintenant un petit moment. Et puis, voilà, sur un peu parler de moi je suis un grand fan de sport. Moi, j'aime beaucoup, tous les sports, supporter, notamment l'équipe de France lors des jeux olympiques. Ça, c'était, un grand plaisir, en 2024. Puis normalement aussi, un petit peu en 2026 avec, les JO qui arrivent. Pour les JO de Paris, tu étais allé voir quel sport? Moi, j'ai vu énormément de choses, je suis allé voir du volley-ball, du beach volley, je suis allé voir, de l'escrime aussi au Grand Palais, du tir à l'arc, voilà des lieux, absolument magnifiques. Du cécifoot aussi pour parler un peu de paralympique. Ouais, c'était Moi, j'étais allé super. voir le BMX à la Concorde. Heu, le À BMX la à la Concorde, Concorde, c'était vraiment pas mal. c'était joli. J'avais vu un entraînement de skateboard à la Concorde. J'ai beaucoup aimé Ah aussi ouais, le ouais. lieu. Bah, franchement, c'était vraiment là, il y a les JO d'hiver normalement là en Italie qui commencent. Voilà, et là, il y a les Jeux d'hiver et normalement, je vais aller supporter l'équipe de France de biathlon là, OK, dans une semaine, hein. C'est dans une semaine que ça commence. ouais, super. Bah, du coup, c'est un bon enchaînement sur ma prochaine question. C'est une question signature, du podcast, mais si ton métier devait être un sport, quel serait-il? Oui, bonne transition, en effet. C'est une bonne question. C'est vrai que tu me prends au pied levé, mais j'aurais dit, on va dire du pentathlon moderne. Comme ça, on va rester sur, sur les olympiques. Ça, c'est assez spécifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un métier qui est complètement polyvalent. Il faut être polyvalent et le pentathlon moderne, alors si on se rappelle, c'est un peu de natation, un peu d'escrime, un peu de course à pied. Alors il y avait d'équitation, mais ça va être transformé par un espèce de parcours pour les prochains JO. Voilà, c'est un sport qui se transforme, un sport qui est historique et le métier d'actuaire, c'est un peu ça. C'est un métier, qui se transforme, un métier, qui a une histoire, qui est complètement d'actualité. Plus surtout avec, les risques qui émergent aussi dans le secteur de l'assurance où l'actuaire du coup est en plein dedans. Par rapport à ça, moi j'ai une question, qui me taraude aussi du coup. Je pense que tu aimes beaucoup les maths si tu es devenu actuaire. Tout à fait. Quelle est l'idée en fait de te dire: «Bah vas-y, j'ai envie de me lancer, dans le métier d'actuaire»?
C'était quoi le déclic? Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour l'historique, moi, j'étais au lycée. Je pense comme beaucoup de gens, quand on est au lycée, voilà, on se pose beaucoup de questions sur son avenir. Alors, certains ont la chance d'avoir, une idée d'une voie toute tracée, mais moi, c'est vrai que, voilà, tout ce que je savais, c'est que j'aimais beaucoup les maths, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, la petite histoire, c'est que j'ai regardé une brochure ONICEP à l'époque et je suis tombé en fait, il y avait des thématiques et je suis tombé sur la thématique, jongler avec les chiffres. Je me suis dit: «Jongler avec les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire?» Alors bon, c'est des thématiques, hein, mais et en fait, je suis tombé sur, finalement, la liste des métiers. Le premier métier, bah, c'était actuaire, c'est par ordre alphabétique et donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est actuaire?» Donc je me suis un petit peu renseigné et voilà, donc je savais pas exactement, ce qu'était ce métier à l'époque, mais voilà, c'était un peu mon fil conducteur et comme ça, j'ai vu que, bah, finalement, faire actuaire, c'est quoi? C'est faire, une école d'actuaire qui est en fait assimilable à une école d'ingénieur et donc finalement, c'est faire une prépa. Donc j'ai fait une prépa maths physique. Donc c'est voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là, et ce fil conducteur, de devenir actuaire. Quand on devient actuaire, par la suite, il faut que tu sois certifié à l'Institut des actuaires. Comment ça fonctionne en fait, au final? En fait, actuaire, ça va être un profil assez, ingénieur, donc on va avoir un mémoire, en fait, un peu comme un ingénieur va passer son mémoire, qui va être, présenté devant un jury d'actuaires et si ce mémoire est validé, en plus, bien sûr, d'avoir validé, les différentes matières, on va devenir, actuaire, auprès de l'Institut des actuaires et en fait, à partir de quelques années d'expérience, on va pouvoir faire un dossier, complémentaire qui, là aussi, va être présenté à des actuaires qui va nous permettre, de devenir qualifié, ça s'appelle la qualification et ensuite, il y a un troisième niveau qui est la certification. La certification, c'est quoi? C'est en fait participer à des conférences, encadrer, des mémoires, participer à des groupes de travail. En fait, c'est un actuaire qui est, vraiment actif au sein de l'Institut des actuaires. On va en parler, mais voilà, ça montre en fait que, l'actuaire est au courant des sujets. Et ton mémoire, tu l'avais fait sur quoi, par curiosité? Alors moi, c'était, assez spécifique. Mon mémoire, je l'avais fait sur, de la santé. Alors, là, on pourrait y revenir, hein, il y a plusieurs, secteurs, dans l'actuariat. Moi, j'avais travaillé sur, réfléchir, en fait, à comparer des contrats, collectifs en santé entre eux. Parce qu'en fait, finalement, bon, en France, aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup les RH dans les entreprises qui vont être en lien avec les assureurs parce que finalement, quasi tous les salariés ont une couverture de par leur travail et ce qui est finalement assez compliqué, c'est de savoir quantifier, bah, un contrat par rapport à un autre. Donc à l'époque, dans ma première expérience quand j'étais, alternant, voilà, c'était l'objectif d'arriver à rajouter un peu de quantification pour pouvoir comparer, ces contrats de santé, entre eux. Je sais que tu en as des fois qui en font des livres, des fois les mémoires, parce que c'est intéressant et ça apporte de la valeur. C'est quelque chose que tu as voulu après approfondir ou pas du tout? Bah, c'est vrai que moi, j'aurais voulu, l'approfondir, mais c'est vrai que Turia, c'est tellement varié. Bah, en fait, j'avais envie d'essayer plein de choses, quoi. Donc, très vite, je suis parti sur des problématiques, en retraite qui ont finalement rien à voir, des problématiques, en épargne, en assurance vie. En fait, après, je me suis spécialisé et donc finalement, je suis pas revenu finalement sur ces sujets-là, mais qui, en effet, auraient pu être intéressants à plus creuser, hein. Tu as eu un riche parcours pro, tu as fait pas mal de consulting, je crois en tout cas, tu es passé par EY en tant que senior consultant, je crois que tu as fait SIA Partner aussi. J'ai un peu investigué sur LinkedIn, tu me diras si je me trompe. Tu as fait aussi, tu étais chez SIA Partner, je crois que tu étais supervising senior, non, c'est ça? Ouais, ça. Et maintenant tu es responsable, du coup chez Carac dans la modélisation. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de naviguer dans le milieu du cabinet de conseil et maintenant dans une mutuelle, telle que Carac? Comme je disais, hein, j'avais envie de découvrir plein de choses et c'est vrai que le milieu du conseil pour ça, c'était intéressant parce qu'en fait, on voit énormément de problématiques assez rapidement. Donc en 2014, en effet, j'ai rejoint, EY, Ernst Young qui est un des Big 4, donc des 4 plus gros cabinets d'audit et de conseil au monde. Et donc c'était intéressant parce que c'est un cabinet, voilà, qui a été créé il y a très longtemps, qui a des process établis, qui est aussi établi à l'étranger. Donc ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, que ce soit en France ou à l'étranger, énormément d'assureurs aussi, de voir un petit peu les problématiques, puis d'apprendre aussi à réfléchir à installer une solution, spécifique à chaque client. Parce que finalement, voilà, les problèmes peuvent paraître similaires, mais en fait, ce qu'il faut, c'est échanger avec les personnes pour comprendre quelle est la solution à apporter. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment formateur. Et ensuite, en 2017, j'ai voulu me spécialiser un petit peu sur des problématiques plus assurance vie et sortir un peu de la composante audit pour aller plus sur du conseil. Et j'ai rejoint SIA Partners. Et SIA Partners, c'était en 2017. SIA Partners, c'est un cabinet français qui a été fondé par Mathieu Courtecuisse, qui est quelqu'un d'assez visionnaire, qui a toujours été assez en avance sur les sujets, que ce soit donc bancaire, assurantiel,
climatique et puis désormais technologique. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et donc là, c'était un peu plus un fonctionnement startup. Alors aujourd'hui, SIA Partners, qui est devenu SIA, c'est très, très grosse entreprise. Mais finalement, voilà, en 2017, c'était pas si gros et il y avait quand même ce côté un peu startup que j'ai trouvé intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on m'a fait confiance pour développer mon expertise. Donc c'est vrai que ça, c'était aussi très formateur. Et je pense que c'est ça, c'est que le milieu des cabinets, ça permet de rencontrer énormément d'acteurs en assurance et de développer une expertise multiple assez rapidement, surtout quand on est un jeune actuaire. Tu le dis là, en tout cas, on entend ce qu'est le mot actuaire au final. Ça aime beaucoup les mathématiques. Après au quotidien, comment ça se passe? Je sais pas si tu pourrais un peu, résumer ton quotidien, d'actuaire, bon responsable en actuariat, mais en tout cas le résumer un peu simplement, même essayer de vulgariser certains principes au sein de ta mission chez Carac? Tout à fait. Alors déjà, peut-être juste reparler rapidement de l'actuaire qui en effet est pas vraiment un métier, c'est quand même plusieurs métiers. Mais initialement, c'est quoi en fait, un actuaire? C'est quelqu'un qui va essayer de répondre à la problématique de fixer un prix à une prestation, mais qui va se réaliser dans le futur. Donc, si je prends en fait l'exemple, par exemple, automobile, donc c'est pas les sujets sur lesquels je travaille, mais c'est un exemple qui sera peut-être un peu plus parlant. Quand un industriel va construire une voiture, finalement, il va savoir combien lui ont coûté les roues, combien lui ont coûté la carrosserie, le moteur, combien lui coûtent les commerciaux aussi qui vont vendre cette voiture et puis il va pouvoir dégager une marge, fixer un prix. Et en fait, ce qui est compliqué en assurance, c'est qu'il va falloir, assez rapidement, enfin à la sortie du produit finalement, demander une prime à l'assuré, alors que finalement on ne sait pas combien va coûter, la prestation. Donc si on reprend le cadre, automobile, bah, quand on a une assurance, en assurance auto, on va avoir, un assuré qui va souscrire et qui aura peut-être un accident. Mais déjà, on ne sait même pas, hein. Peut-être qu'il fera jamais d'accident, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais peut-être qu'il aura un accident et puis le jour où il y a un accident, bah, est-ce que, bah, c'est juste un petit bout de tôle qui est cassé ou est-ce que c'est la voiture qui est détruite? Et donc l'actuaire, il est là pour se dire, bah, avec des modèles probabilistes, combien va coûter ce sinistre? Pour qu'à la fin, en fait, l'objectif, hein, c'est que tout s'équilibre sur l'ensemble des assurés, les primes soient à peu près égales, au sinistre, hein. Le but, il est là. Et donc pour parler plus, de mon métier, donc moi, je suis plus sur le secteur, assurance vie, dans lequel on a aussi des primes qui vont arriver, donc des assurés, des adhérents, on appelle ça des adhérents à la mutuelle Carac, qui vont nous confier leur argent et qui vont, espérer, une rentabilité, future, sur cet argent. Puis il y a quand même un intérêt aussi, fiscal et en termes de succession. Et donc c'est vrai que mon objectif, là, il est un petit peu différent par rapport à l'exemple que j'avais pris, mais ça va être de regarder tous les chocs qui vont pouvoir survenir en fait à la Carac. Quand je dis choc, en fait, ça peut être, bah, voilà, comment va se comporter le marché action? Est-ce qu'il va y avoir une crise, du marché action, le CAC 40 qui s'écroule? Est-ce que, les taux, comme on l'a vu, ils vont remonter d'un coup, hein? C'est ce qu'on voyait sur les prêts immobiliers qui sont montés. Ben, en fait, c'est aussi une problématique sur le marché obligataire et sur la façon de valoriser son portefeuille d'actifs. Puis ça peut être aussi, des adhérents qui sont mécontents et qui vont vouloir racheter leur contrat. Donc un certain nombre de chocs, pareil futurs, hein, donc on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Et donc là, mon objectif, c'est d'arriver à quantifier quel est le capital, donc quels sont les fonds propres que la Carac doit avoir pour pouvoir faire face à ces risques. Et donc, tu avais une question aussi sur mon quotidien, c'est ça? Ouais, c'est un peu de parler aussi du quotidien derrière, ouais. C'est vrai que je voulais un peu, comme, voilà, comme, l'actuaire, c'est un peu comme Chandler dans Friends, on sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est comme métier, hein. C'est un peu, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je voulais un peu contextualiser et moi donc mes journées, bah, elles sont assez différentes. Donc c'est vrai que j'ai une équipe de 5 collaborateurs. Donc avec mes collaborateurs, bah, je vais pouvoir, travailler sur différents sujets. Nous, ce qui est important et ça c'est vrai que c'est important dans l'actuariat, c'est la donnée et c'est assez important en assurance, la donnée. Quelles sont les données qu'on récupère? Parce que nous, notre objectif pour pouvoir, regarder un petit peu les chocs futurs, c'est d'arriver à reconstruire finalement un bilan comptable, voilà quelque chose qui te parle, qui te parle plus. On va essayer de reconstruire un bilan comptable. On va regarder ce bilan comptable, mais aussi d'une vision, un petit peu plus mouvante parfois, en reprenant en fait les valorisations, voilà qu'on peut avoir. Parce qu'une action, bah, comptablement, elle est comptabilisée à la valeur d'achat, mais en fait aujourd'hui, elle peut avoir, pris de la valeur ou perdu de la valeur. Donc on va essayer de regarder ça. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup en lien avec le service comptabilité, hein, comme on a pu, l'être ensemble, par le passé. Voilà et c'est toujours, très intéressant d'échanger aussi avec, le back office, financier, d'échanger avec le contrôle de gestion, d'échanger avec, la direction des investissements, avec l'équipe
Actuaria. Alors, je pourrais réexpliquer la différence avec moi exactement ce que je fais. Mais voilà, c'est beaucoup d'échanges avec les différents services. Comme je disais, c'est un métier assez polyvalent. Et puis, finalement, une intégration de ces données dans des modèles de calcul. Donc, on travaille beaucoup avec Excel, on aime beaucoup Excel, mais on a aussi un outil qui nous permet de faire des projections sur 50 ans, de 1000 scénarios, dans un monde stochastique. Là, j'utilise des termes un peu plus compliqués, mais voilà, un outil qui nous permet de réaliser en fait ces projections et regarder dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer à la Carac et surtout, qu'est-ce qu'on mettrait en place pour atténuer ces risques. Tu parlais là des modèles, je sais pas si on peut un peu vulgariser. Alors, modèle stochastique et à l'inverse, le modèle aussi déterministe. Enfin, je sais pas si on peut tu peux vite fait en parler? Ouais, tout à fait. En fait, déterministe, c'est la façon donc déterminante, c'est-à-dire qu'on sait à peu près où on va. Donc, ça va être en fait un business plan, hein. Je pense que pour les acteurs de l'assurance, c'est quelque chose qui parle. On a une trajectoire, on ne sait pas si c'est la bonne, hein, mais au moins on a une trajectoire. On sait à peu près définir, quel est l'objectif en tout cas de prime qu'on veut avoir, dans le futur. Quelles sont les prestations, qu'on peut attendre, donc ça peut être, voilà, en assurance vie, ça va être regarder, les rachats, ça va être regarder, les décès notamment ou des versements de rente. On va regarder aussi la rentabilité, du portefeuille d'actifs, suivant les hypothèses, voilà, comment vont évoluer les taux, le marché action. Mais ça, finalement, ça nous fait une seule trajectoire et c'est déjà très bien parce que c'est déjà assez compliqué et donc cette trajectoire déterministe, elle est intéressante, mais elle permet pas de capter, en fait, le risque qui peut survenir dans le futur. Parce qu'en général, on essaie quand même d'être plutôt optimiste quand on fait un business plan et essayer de se dire que ça va plutôt, se réaliser. Mais malheureusement, parfois, ça se réalise pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des simulations stochastiques. Donc nous, qu'en fait, quand on projette sur 50 ans, donc comme si on faisait un business plan sur 50 ans et sur 1000 scénarios. Donc en fait, on a un générateur de scénarios, ça s'appelle un générateur de scénarios économiques, qui nous permet, sous plusieurs hypothèses, d'envisager, comme je disais, hein, une baisse des actions, une hausse, de l'inflation, une variation sur les taux et finalement, en fait, qu'est-ce que c'est le stochastique? C'est un outil pour prévoir et pour, travailler dans l'aléa. On a une notion en fait, qui est liée à au stochastique, qui est le mouvement brownien. Donc c'est vrai que, je regardais Brown, c'était un biologiste en fait. C'est ça qui est rigolo. On l'utilise beaucoup dans les mathématiques, dans la physique, mais Brown, c'était un biologiste à la base et qui regardait en fait comment un grain de pollen pouvait bouger à la surface de l'eau. Parce qu'en fait, lui, il les comprenait pas parce qu'il avait l'eau qui bougeait, qui était de l'eau stagnante, mais son grain de pollen, il bougeait quand même et en fait, c'est avéré que même de l'eau stagnante, il y a des petites gouttes d'eau, des petites gouttelettes qui font quand même varier ce grain de pollen et en fait, le mouvement brownien, c'est ça, c'est quelque chose qui a l'air assez stable, mais qui en fait l'est pas du tout et qui est soumis à beaucoup de contraintes, minuscules en fait, très petites et la stochastique, ça c'est des outils en fait mathématiques qui permettent de se dire un petit peu, mais si on prend le grain de pollen, comment mon grain de pollen, il va varier, dans les 10 prochaines secondes par exemple? Où est-ce qu'il va être? Quelle est la probabilité qu'il soit, à cet endroit-là ou à cet endroit-là? Voilà, c'est ça l'idée du stochastique et à la fin en fait, parce qu'on a des milliards de chiffres, l'objectif c'est de dégager des indicateurs, une espérance quoi, une moyenne, et pour refaire le parallèle avec notre business plan, à la fin finalement, on va avoir une moyenne de business plan, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais qui prend en compte un petit peu tous ces risques et qui nous permet d'avoir un principe de prudence pour se dire, finalement, même si notre business plan ne se réalise pas, on est quand même capable, nous la Carac, de faire face aux chocs, qui pourraient survenir. Ouais, c'est très bien, vulgarisé et tu parlais aussi tout à l'heure de l'actuariat. Donc les gens peuvent se dire: «Bah, en fait, toi, tu es actuaire, tu modélises», mais du coup, le service actuariat fait quoi en fin de compte? Enfin, c'est quoi leur business? Il faut savoir que les organigrammes dépendent un peu des assureurs, mais nous, ce qu'on appelle, le service actuariat, qui peut être aussi, qui est au sein de la direction, technique, c'est le service qui va comptabiliser, pour reprendre des termes comptables, les engagements qu'on va avoir vis-à-vis des assurés. Parce que finalement, c'est pas forcément évident au début de se dire qu'un adhérent qui va nous verser 1 000 €, est-ce que finalement on met 1 000 € dans les comptes? En fait, pas tout à fait, parce que finalement, cet adhérent, il a quand même, une possibilité de racheter dans le futur. Il a quand même une possibilité de décéder aussi, ça reste de l'assurance vie. Voilà, il est soumis quand même à certains aléas et donc sans rentrer dans des modèles stochastiques directement, le service actuariat va regarder quel est l'engagement, en fait, que la Carac a vis-à-vis de cet assuré, qui nous a, par exemple, confié ces 1 000 €. Donc ça, c'est une de leurs prérogatives. Puis bon, à la Carac et ça aussi, on pourra en reparler, mais ils vont travailler aussi sur, les nouveaux contrats, les nouveaux produits
qui sont proposés et beaucoup accompagner aussi, nos gestionnaires sur, la prise en compte des nouveaux produits, mais aussi des anciens produits. Donc voilà et puis bon, ils travaillent aussi beaucoup sur, la donnée. Ils ont beaucoup de sujets sur la donnée, donc sur la rentabilité des contrats, voilà. C'est un service complètement complémentaire, et nécessaire pour nous aussi pour pouvoir, anticiper, les problématiques, les risques, de la Tu avais aussi participé à un format un peu portrait, tu en parlais tout à l'heure de l'Institut, des actuaires. Par exemple, des personnes veulent se lancer dans ce métier-là. Est-ce que tu pourrais rappeler les compétences indispensables pour faire, du coup, ton métier? Alors, c'est de se dire, plutôt maths, plutôt business, un mélange des 2. Ouais, bah, c'est vrai que j'avais fait ce format qui était beaucoup plus court, mais qui était très, très intéressant. Bah, juste un petit mot sur l'Institut des actuaires, comme je disais, voilà, qui organise, en fait, les interactions entre les actuaires à travers des conférences, des groupes de travail et puis un lien fort aussi avec l'ACPR, avec le régulateur, parce que très rapidement, l'actuaire manie des chiffres et en fait, l'interprétation des normes est pas forcément, la plus évidente, hein, ce qui est normal parce qu'il faut quand même que les assureurs aient une marge de manœuvre, mais c'est intéressant de pouvoir échanger quand même, avec le régulateur. Pour répondre à ta question, donc moi, ce que je dis dans la vidéo, c'est que l'actuaire, c'est avant tout un mathématicien. Je pense qu'on l'a on l'a compris, il faut quand même, aimer les maths. Ça c'est important et puis maîtriser la théorie, des probabilités. Je pense que c'est un préalable, essentiel. Mais j'avais aussi cité d'autres qualités, qui étaient la curiosité, la polyvalence et puis la résilience. La façon, d'encaisser en fait, les chocs parce que l'actuaire, finalement son métier, il fait que, voilà, il y a jamais un moment où on se dit: «Bon, bah, là, j'ai ce que j'ai fait, c'est fini, ça s'arrête là». Non, il y a toujours des questions à se poser, un monde qui bouge. Voilà, il faut être mathématique, il faut avoir ces qualités-là à mon sens. Mais c'est vrai que plus spécifiquement dans l'assurance vie, mais je pense que c'est vrai dans tous les secteurs, le côté business, le côté, financier, économique, il est important pour comprendre le monde dans lequel on vit et comprendre en fait les problématiques, qui vont survenir pour les assureurs parce que finalement, on fait nos calculs dans notre coin, mais si, voilà, il y a eu il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, par exemple au niveau géopolitique, c'est difficile de faire abstraction de ce qui se passe, hors des modèles quand on est dans nos modèles, quoi. C'est vrai que je crois que dans le dernier rapport, AXA des risques, il parlait de ça, de ce nouveau risque, qui montait dans le classement, le risque géopolitique. Ouais, tout à fait, ouais. Alors maintenant, tu parlais un peu de Carac, mais est-ce que du coup la Carac, tu pourrais un peu la décrire en quelques mots? La mutuelle et puis même parler quelques chiffres, je sais pas si tu as des chiffres de performance à partager en tête? Oui, bah, tout à fait. Donc la Carac, c'est déjà une mutuelle, donc on n'a pas d'actionnaire. On a des élus qui élisent des administrateurs, qui élisent un président et c'est le président qui nomme le directeur général. Donc déjà, voilà, le monde mutualiste, il est quand même, assez atypique et je trouve, très intéressant et surtout qu'en assurance vie, il y a peu de mutuelles aussi, donc c'est un modèle assez spécifique en assurance vie. C'est une mutuelle qui a eu 100 ans, l'an dernier, 2024 même si je suis précis, on va dire 2026. Donc une mutuelle centenaire, qui a vu passer beaucoup de choses et qui à la base avait été créée en fait pour proposer un produit de retraite complémentaire aux anciens combattants. Donc aujourd'hui, il y a toujours des anciens combattants, voilà, qui ont fait des opérations extérieures. Enfin, il y a un certain nombre de caractéristiques à avoir. Donc c'est vrai que la CARAC est très liée au monde militaire, mais aussi en fait depuis 30 ans à des produits d'assurance vie beaucoup plus, enfin qui sont ouverts à tous avec des jolies rentabilités, hein, parce que là, on regardait, voilà, c'est 2 fois le livret A sur les 20 dernières années, pour donner des ordres de grandeur et on est, on est assez régulièrement dans le top 5 ou top 10, plutôt top 5 je pense des assureurs, des rentabilités de l'assurance vie, en France. Voilà et pour parler un peu plus des transformations de la Carac, en fait, il y a un point qui a été mis en avant par le conseil d'administration en 2019, c'est le principe d'indépendance. C'est vrai qu'il y a une grosse concentration, des mutuelles, des assurances en France, et la Carac a dit que, voilà, c'était un principe fondateur, c'est rester indépendant et ce qui fait que depuis 2023, les acquisitions s'enchaînent. Il y a eu Selensia, il y a eu Atrim, Astoria. Donc c'est un groupe qui va peser bientôt, 35, milliards d'euros. Puis même encore, voilà, avant-hier, Carac a réussi sa première émission, obligataire, donc avec des fonds propres qui se renforcent et des investisseurs qui viennent aussi, s'intéresser à nous. Donc voilà, une actualité assez forte quand même de la Carac et en termes de chiffres, tu posais la question des chiffres, bah, tous les feux sont ouverts, hein. On a donc prêche pour ma paroisse, on a un ratio de solvabilité qui dépasse les 300. Donc on couvre, 3 fois voilà, le besoin en capital qu'il peut y avoir en cas de risque. Cette année, on a une collecte qui a dépassé le milliard d'euros, avec une collecte nette à 400 millions d'euros et au niveau du groupe une collecte qui atteint les 2 milliards. Donc voilà, des chiffres qui sont très bons et qui amènent, voilà, de belles perspectives. Tu parlais aussi avant
la conjoncture économique, que toi, tu en tiens énormément compte quand tu fais tes projections, stochastiques. Moi, il y a un point, que j'aimerais aussi évoquer avec toi, c'est la gestion actif-passif. Tu parlais tout à l'heure de se dire: «Bah, j'ai des engagements auprès de mes assurés». Les actifs qui sont en face, est-ce que ça match vraiment? Bon là, je vulgarise, très grossièrement, hein, mais comment toi tu peux expliquer ça, au sein de ton modèle et comment tu projettes ça aussi? C'est vrai qu'on parlait d'un bilan comptable, hein, donc principe du bilan comptable, c'est que l'actif égale le passif déjà, ça c'est important et donc la gestion actif-passif, bah, c'est ce principe-là, c'est d'en fait de garder, bah, alors pas sur une vision, figée, mais sur une vision mouvante. Comment on va varier notre passif et comment on va varier en face notre actif? Donc finalement, l'assurance vie, qu'est-ce qu'on appelle passif? Bah, ça va être, les assurés peuvent être des particuliers ou des entreprises qui vont confier leur épargne et qui vont demander une rentabilité des placements. Cette, épargne, en fait, la CAC, elle va l'investir sur les marchés, qu'on appelle le fonds euro, soit en actions, du CAC 40, en obligations, par l'achat d'immeubles et donc finalement, on a d'un côté un engagement de la CAC à restituer les fonds prêtés avec la meilleure rentabilité, espérée possible, ça c'est le passif et en face, on a l'actif, donc tous les investissements que la CAC, a réalisés. Donc ce qui fait que déjà à court terme, la gestion actif-passif, c'est regarder que, quels que soient les chocs qui peuvent arriver, donc encore une fois, hein, des rachats, une baisse du marché action et cetera, on puisse verser nos engagements aux assurés. Voilà, donc il y a et puis un décès aussi, hein. S'il y a un décès, il faut que les ayants droit puissent récupérer, la somme. Donc ça, à court terme, la gestion actif-passif, c'est regarder est-ce qu'on est capable dans les prochaines années, les prochains mois, de faire face, à ces risques-là? Et puis sur un temps un peu plus long, ça va être de trouver la meilleure, possibilité. Donc en fait, on va faire des sensibilités pour trouver la meilleure allocation, ce qu'on dit allocation au niveau actif, pour avoir la meilleure rentabilité possible pour nos assurés. Encore une fois, en prenant en compte les risques, parce que c'est vrai que si on mettait tout le portefeuille, en action, ben, on peut espérer, voilà, avoir une rentabilité énorme, mais on peut aussi avoir un risque qu'on perde tout. Donc c'est là où, il faut trouver le juste milieu entre une très bonne rentabilité et un risque, qui reste maîtrisé. Et par rapport à ça, ça fait, une bonne mutation, notamment sur l'assurance et l'épargne qui est vraiment en pleine, mutation, en France et auprès des assureurs. Tu parlais tout à l'heure des taux d'intérêt qui sont assez volatiles, enfin, les actions qui sont assez volatiles aussi. L'inflation, le risque climatique, le risque aussi, géopolitique. Selon toi, quel est le changement qui impacte le plus les modèles, en fin de compte, et les assureurs indirectement? Bah, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'en quelques années, là, tout a changé en fait, on et tout change encore, hein, c'est ce que je disais, hein, voilà, l'actuaire doit rester en fait, en lien avec l'actualité et quand on a une actualité comme ça qui bouge tout le temps, c'est vrai que c'est assez impactant. Donc c'est pour ça, hein, ça va être, ce que je disais, le risque géopolitique qui est de plus en plus important, les enjeux économiques. Faut pas oublier tout ce qui va être climatique aussi parce que même si, c'est un peu moins à la mode, je pense quand même que c'est des sujets sur lesquels, il va falloir, trouver des solutions et l'actuaire est aussi au cœur de ces solutions. Donc c'est vrai que, oui, beaucoup de choses qui se passent, en ce moment, ouais. À côté de ça, il y a aussi la réglementation, la revoyure de solvabilité 2. Je pense que tu es en plein dedans aussi, et moi, c'est le cas, voilà, mais c'est quand même un enjeu fort et l'idée de l'IOPA, c'est quand même de simplifier les reportings réglementaires. Parce que là, on parlait globalement du métier, d'actuaire, mais à côté de ça, il y a des reportings qu'on doit soumettre, autorité de contrôle prudentiel et indirectement aussi, à l'IOPA. Quelle est ta vision par rapport à cette, révision-là et comment ça pourrait se traduire potentiellement, pour toi, au sein de tes équipes? Oui, bah, c'est vrai qu'il y a un principe fort de Solvabilité 2, c'est aussi le principe de transparence, on a toutes ces données à transmettre et c'est vrai que Solvabilité 2, voilà, ça a 10 ans, hein, quasiment, déjà et la revoyure S2, finalement, le fait de revoir, un certain nombre de paramètres, je trouve ça très intéressant. Donc c'est vrai que ça va nous impacter parce qu'il va falloir, transcrire ces changements dans les modèles, mais ça va permettre quand même, de libérer du capital qui reste intéressant, donc surtout dans un monde concurrentiel et pour aller chercher une rentabilité, assez forte. Donc bon, si je rentre dans le détail de la revoyure S2, il y a les contraintes sur le non-coté qui vont être allégées. C'est ce qu'on appelle, le LTEI que je trouve, voilà, qui est quand même intéressant, comme partie du portefeuille parce que finalement, on va pouvoir se dire que sur un investissement long, ben, on va être un peu moins en risque que sur un investissement, comme une action, en direct, par exemple, qu'on va détenir en direct. On va avoir
aussi un relâchement un peu de ce qu'on appelle la marge pour risque, donc qui va en fait diminuer un petit peu les engagements qu'on modélise et donc nous dégager des fonds propres. Et puis avec des problématiques liées aux taux, c'est vrai qu'on a vécu avec des taux qu'on disait bas, voire même négatifs pendant des années. Et depuis 2022 et la remontée des taux, on est dans un monde un peu différent. Donc il y a aussi un certain nombre d'hypothèses qui vont changer et qui vont être intéressantes à appréhender. Donc voilà, c'est tous ces changements dans les modèles. Et donc tu parlais en effet des reportings qui vont bouger. Il y a aussi un point que je trouve intéressant avec la revoyure, c'est l'audit des comptes S2 par les cabinets d'audit ou de conseil. Enfin voilà. Et ce qui est intéressant, moi je trouve sur cet audit, c'est que ça va permettre en fait d'échanger. Enfin nous, ça va nous permettre d'échanger avec d'autres actuaires sur les pratiques qui sont mises en place, parce que comme je disais, on a quand même des normes. On a une problématique de transcrire ces normes en chiffres. Parfois, des pratiques vont changer entre les assureurs, et c'est toujours intéressant en fait d'échanger sur quelles sont en fait les bonnes pratiques et comment on pourrait mieux transcrire le risque dans nos modèles. Donc ça aussi, ça sera un gros changement, mais ça permettra de transposer un peu la vision des pratiques des assureurs sur, sur l'ensemble des assureurs. Tu en parlais aussi tout à l'heure, c'était, la donnée qui était primordiale pour toi parce que c'est le point d'entrée dans tes projections. On parle beaucoup, d'intelligence artificielle, d'IA générative également. Comment ça pourrait impacter, ton métier futur? J'avais regardé un webinaire de l'Institut des actuaires d'ailleurs, qui parlait de l'IA et du métier d'actuaire qui pourrait potentiellement, changer à cause de l'intelligence artificielle en partie et de l'utilisation de la donnée. Toi, comment tu vois ça? C'est intéressant. Alors, c'est vrai que quand, un peu ce qu'on appelait le big data, hein, ça paraît loin, mais c'est pas si loin. Les problématiques big data sont arrivées, maintenant, voilà, l'intelligence artificielle avec les modèles génératifs. C'est vrai que pour les actuaires, il y a eu, aussi beaucoup de questionnements et de réflexions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de data scientists pourrait assimiler à des actuaires, mais qui sont quand même pas du tout les mêmes métiers. Parce que finalement, l'actuaire dépend beaucoup d'hypothèses. Voilà, on a des modèles, on a des hypothèses, et ces hypothèses qui sont pas forcément, ce que je disais, hein, il y a des pratiques à mettre en œuvre qui sont pas forcément, absolument parfaites. Donc il y a quand même toute cette réflexion à conserver, et donc tout ce qui est, lié au big data et au modèle génératif, ce sont des vrais outils pour les actuaires, comme l'a été, l'ordinateur à une époque, hein, parce que les actuaires préexistent à l'ordinateur, hein. Ils travaillaient avec un stylo, une feuille à l'époque. Voilà, pas connu ça, mais et donc en fait, finalement, on a un nouvel outil pour, comme tu disais, travailler sur la donnée, parce que c'est vrai que la donnée, c'est assez important. Travailler sur, la qualité de la donnée, hein, c'est aussi une des prérogatives de Solvabilité 2. Puis nous, en fait, on se sert pas mal de l'IA génératif pour tout ce qui va être visualisation. Ça permet d'améliorer nos visualisations, notre vulgarisation aussi, parce que c'est vrai que encore une fois, on travaille avec beaucoup de chiffres, mais à la fin, ce qui compte, c'est de sortir des indicateurs. Et quand on va échanger avec les différents services, échanger avec la direction, il faut qu'on soit capable de dégager les indicateurs les plus pertinents. Et l'IA générative peut nous permettre en fait de faire le tri entre tous ces indicateurs. On regarde tout ça, comme je pense beaucoup d'assureurs, et on l'utilise de plus en plus. Et je pense que c'est que le début. Je pense aussi, il va y avoir un élan là-dessus, que ça va compter beaucoup en tout cas en tout cas moi pour le moment dans le reporting réglementaire, je le vois pas trop, dans l'utilisation. Pas de cas d'usage, plutôt dans l'analyse de la veille réglementaire, tu vois? Mais pas dans la prod pure. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, Mais après, il y a nous, ce qu'on regarde, c'est en fait faire le lien entre tous les reportings, parce que finalement, on a un certain nombre de reporting. Finalement, on se retrouve à faire beaucoup de copier-coller, en fait. Des copier-coller de chiffres, où on fait sur ça, les outils d'IA peuvent vraiment avoir un intérêt pour beaucoup simplifier, en fait, tous ces reportings et ça, c'est peut-être quelque chose, enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on regarde, d'avoir, en fait, finalement, à la fin, peut-être un seul outil qui nous permettrait, à la fin, de rentrer nos reportings réglementaires, nos QRT, etc. parler aussi de produits qu'un acteur permet, en tout cas il y a un vrai élément dans la construction d'un produit, d'assurance. Toi, comment, en tout cas, tu fais la distinction entre on parle beaucoup de retraite maintenant, produit retraite, que ce soit un PER ou une assurance vie, donc un produit d'épargne assurance vie. Pour toi, la projection entre ces 2 produits, est-ce qu'elle est vraiment différente ou pas? Parce qu'on est quand même sur une vision long terme, tu vois, long-termiste. Quelle est, ta vision par rapport à ça et comment c'est co-construit? Enfin, très vulgarisé, hein, mais Ouais, c'est vrai que comme je disais, c'est le service actuarial vraiment qui est spécialiste de ces sujets-là. Donc, les différents produits, notamment en assurance vie, qu'on va proposer à nos adhérents, vont avoir des caractéristiques différentes. Donc, c'est vrai que quand il y a le lancement d'un produit, il y a un gros sujet de rentabilité technique, de regarder comment on va fixer les différents paramètres pour assurer la rentabilité du produit, sachant qu'on est dans un monde concurrentiel assez fort. Donc, par exemple, il y a quelques années, on prenait des frais sur les
versement des adhérents. Donc un adhérent qui donnait 1 000 €, bah, souvent on allait lui prendre une partie de ces 1 000 € directement en versement, voilà, qui permet d'assurer la rentabilité du produit encore une fois. Mais aujourd'hui, la concurrence fait que quasiment tous les acteurs ont supprimé, ces frais, sur versement. Donc ce qui est une composante à prendre en compte quand on va lancer un produit. Et c'est vrai qu'ensuite il y a différents produits, des produits, qui vont être pour à destination de personnes plus jeunes, des PER qui vont être, très long terme. Tout ça, c'est des questions à se poser, aussi avec le service marketing, aussi avec, les investissements sur comment on va investir sur ces produits-là pour assurer la rentabilité. C'est vraiment l'enjeu, pour la Carac de savoir comment on va faire face aux engagements par rapport à l'ensemble de ces nouveaux produits. Ça fait une bonne transition avec, l'objectif final, c'est de se dire de réussir à équilibrer, tu vois, performance sur le long terme et en même temps la sécurité parce que comme tu le dis, il y a des réglementations donc en fonction de lancement d'un produit, il faut quand même qu'on soit solvable à la suite. Pour toi, comment tu arrives à avoir ça, en fin de compte, l'équilibre entre ces 3 aspects sur le long terme dans tes projections et dans le job que tu fais au quotidien? Parce que c'est à peu près ça, hein? Fait, l'assurance vie, a des enjeux assez long terme parce que, bah, pour rappel, il y a quand même des contraintes fiscales assez fortes, notamment, qui limitent les sorties avant 8 ans en France. Il y a des avantages, en termes de succession, de transmission aux ayants droit. Donc ce qui fait que oui, on est sur du long terme et c'est important de le retranscrire, dans les modèles et d'arriver à dégager les risques, qui peuvent être engendrés par cette problématique, long terme. Après, quand un adhérent va confier, son épargne à la Carac, il s'attend quand même à avoir, une rentabilité. Et donc c'est important de dégager la bonne performance, on va dire, pour le bon investissement et ce qui passe aussi par, le conseil. Alors c'est moins le travail de l'actuaire, mais indirectement quand même, c'est savoir bien prendre en compte le risque qu'est capable de prendre l'assuré et finalement la disponibilité des fonds dont il va avoir besoin pour mettre en face la bonne rentabilité. Parce que comme, je le disais, par exemple, le marché action, si on regarde depuis, de nombreuses années, le marché action, il fait quasiment que monter. Mais en fait, il fait que monter, mais il y a eu des grosses crises au milieu et donc si malheureusement l'assuré a besoin des fonds ou malheureusement il décède à un moment où il y a une crise, bah, finalement la rentabilité espérée, elle sera assez faible. Donc c'est des enjeux assez importants de d'un côté sécuriser, les fonds, dégager la meilleure performance, mais prendre en compte les caractéristiques de chaque adhérent. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai, bah, après on se dit vision long terme, mais comme tu le dis, à un moment donné, si, tu es dans un choc et au moment du choc, c'est là où tu veux retirer ton argent, Oui, c'est ça. c'est pas évident. Si c'est sur des unités de compte et pas des fonds en euros. Et c'est vrai que oui, la unité de compte, c'est encore plus compliqué en termes de devoir de conseil parce que là, on est directement impacté par la variation de son support, alors que le fonds euro, on peut espérer garder un petit peu de rentabilité, voilà, même si le marché action performe pas, bah, le marché immobilier peut performer ou obligataire, Du coup, maintenant, si tu devais conseiller, quelqu'un qui voudrait se lancer, dans le métier, d'actuaire ou même travailler dans l'assurance, choisir, la vie ou peut-être aussi la non-vie, on en a pas parlé parce qu'on là, on est que sur de la vie, sur de l'IARD. Quel conseil tu pourrais lui donner? J'ai fait quand même mon exemple sur l'automobile, qui fait partie de l'IARD, mais c'est vrai que c'est pas un secteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Moi, voilà, mon conseil, pour devenir actuaire, déjà, c'est quand même se poser la question: «Est-ce qu'on aime les maths?» Je reviens quand même sur les maths, mais si on aime les maths, il faut savoir quand même être curieux. Je pense que ça, c'est vrai, en fait, dans tous les métiers de l'assurance parce que l'assurance, voilà, comme je disais, ça c'est un secteur qui bouge énormément et où on va avoir des problématiques assez différentes entre les services, mais qui, à la fin, ont la même finalité, hein, de pouvoir produire, la meilleure prestation pour les assurés. Donc c'est un secteur qui se transforme et qui est en lien avec les problématiques du moment et c'est un métier, assez dynamique. Donc voilà, si on parle d'un étudiant, bah, comme je disais, je pense que la voie «royale» entre guillemets, c'est faire une prépa à une école d'actuaire, mais ça peut passer aussi par la faculté, sans problème et il y a des ponts, hein, avec le métier et ensuite à un professionnel qui voudrait se réorienter, il y a des cours avec le CNAM notamment, avec aussi l'Institut d'actuaire pour pouvoir, devenir actuaire. Sachant que l'actuariat n'est pas une profession, réglementée, donc des statisticiens se retrouvent à travailler dans l'actuariat, il y a un certain nombre de métiers qui peuvent se retrouver dans l'actuariat, mais ça reste quand même un métier assez spécifique. Donc je conseillerais quand même de faire ces formations ou en tout cas suivre une formation, apparentée à l'actuariat pour pouvoir travailler, dans l'actuariat. Alors maintenant, 2e, question signature du podcast, mais si tu devais associer une chanson à ton parcours professionnel, quelle serait-elle? Alors, moi, je suis un grand fan de Daft Punk, c'est ce qu'il y a au-dessus de au-dessus de ma tête et il y a une chanson, alors ils ont fait pas mal
de musique assez extraordinaires. Mais il y en a une que j'aime bien notamment, bon, qui est assez connue, c'est Harder, Better, Faster, Stronger, et que je trouve qui illustre bien mon parcours professionnel parce que c'est finalement une répétition de tâches, qu'ils disent dans la chanson, hein, de répéter l'idée de performance, d'amélioration continue. Donc travailler plus, être plus efficace, plus rapide, plus fort, hein, c'est ce qu'ils disent dans la chanson, hein. Après, c'est pas forcément la réalité de tous les jours, mais c'était voilà, je pense que mon parcours professionnel, ça a été ça, ça a été de me concentrer sur ce que je faisais, sur mon métier et il y a une notion de répétition des tâches parce qu'on est souvent en lien avec des clôtures comptables, avec des process qui reviennent, assez régulièrement. Puis il y a la notion un peu de dépassement de soi, de mécanique, dans ce qu'on fait. C'est vrai que l'actuaire et moi aussi dans ce que j'ai vécu, j'ai travaillé avec énormément d'outils, donc vraiment en lien avec la technologie. Mais aussi ce qui est intéressant avec cette musique-là, c'est que c'est aussi un petit peu une critique de l'obsession, moderne pour toujours faire plus, pour ne jamais s'arrêter et donc c'est vrai aussi que j'essaie de faire dans mon parcours professionnel, c'est de remettre quand même l'humain aussi au cœur des sujets, que ça soit en tant que manager, avec mon équipe, avec, les différentes personnes, avec qui je travaille et même moi-même, hein, parfois aussi me reposer les questions et sortir un peu des mathématiques pures, des modèles et cetera pour me poser les bonnes questions et prendre du recul en fait, sur ce que je fais. Donc voilà, je trouvais que la musique, cette musique-là illustrait bien, mon parcours. Je l'aime bien aussi, ouais. Ton mindset, en 3 mots, ça serait quoi? Je suis quelqu'un d'optimiste, donc c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de risques là depuis le début de notre entretien, mais notre échange, mais je reste optimiste. Je pense que enfin moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut rester optimiste quoi qu'il arrive. C'est important de se dire que les jours prochains seront meilleurs. C'est ce qui fait avancer dans la vie, c'est ce qui me porte aussi. Mais un deuxième mot, ça serait le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on peut pas être pragmatique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on envisage que les choses vont bien se passer que le jour où elles se passent mal, bah, c'est la catastrophe. Non, c'est possible que ça se passe mal et il faut être pragmatique. Il faut mettre en place des solutions, en fait, finalement, pour résoudre, les problèmes, assez rapidement. Puis un troisième mot qui, je pense, définit mon mindset, c'est l'humilité. J'essaye, c'est toujours dur, mais j'essaie de rester humble par rapport à ce que je rencontre, dans la vie. En fait, on va se dire que d'un côté, voilà, on a des certitudes sur certains sujets, mais c'est pas parce qu'on a des certitudes que ces certitudes sont complètement absolues et je pense que c'est important de rester, toujours, humble et en se disant: «Bon, bah, finalement, est-ce que mes certitudes, il faut pas les revoir, sur certains sujets?» Et ça, je pense que c'est vrai dans le monde professionnel ou parfois aussi dans le monde, personnel. Donc voilà, optimisme, pragmatisme Et alors maintenant, est-ce que tu aurais, une leçon importante que tu as tirée au cours de ton parcours pro, que ça soit au début quand tu as commencé dans le conseil ou même maintenant? ouais, bah, je dirais que rien n'est jamais acquis et puis il faut savoir sortir de sa zone de confort. Ça, c'est important parce que moi, dans la vie personnelle, je suis pas quelqu'un de très exubérant, enfin, je suis plutôt, réservé, mais dans le monde professionnel, j'ai assez rapidement essayé de sortir de cette, de ma façon de enfin voilà, d'aller un peu plus chercher les opportunités Mmh. et j'ai une anecdote pardon, qui est assez intéressante, je trouve, qui est assez rigolote. C'est que quand j'ai postulé en fait, à EY à l'époque, en fait, on était un certain nombre, dans mon école actuaire à postuler et la RH de EY a appelé tout le monde, en cascade, heu et en fait, moi, j'ai loupé l'appel. Alors je sais plus pourquoi, je crois que j'ai pas vu que mon téléphone avait sonné, enfin voilà et quand j'ai rappelé, ça décrochait pas donc j'ai dit: «Bon, bah, tant pis». Sur le coup, enfin, j'étais un peu déçu mais et en fait, voilà, mes camarades m'ont dit: «Bah, en fait, on est tous invités», alors ceux qui avaient été appelés, hein, à une session, tel jour, à Paris. Donc moi, j'étais à Lyon et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur Paris ce week-end-là et en fait, je suis allé, malgré que je n'étais pas invité, hein, je suis allé en bas de la tour First, la tour EY et je me suis présenté à l'accueil et je dis: «Bah, voilà, moi, je suis très intéressé par rejoindre, EY, mais voilà, j'ai pas eu de confirmation, comme quoi j'étais invité, mais bon, moi, je suis là, je suis prêt, pour l'entretien». Donc ils m'ont dit: «Ah bon? Bon, bah, on va voir» et finalement, j'ai une RH qui descend et qui me dit: «Bon, bah, il y a quelqu'un qui s'est pas présenté, à la session». Donc c'était une session avec, je sais plus, une vingtaine de candidats. «Quelqu'un ne s'est pas présenté à la session, donc bah, si vous voulez, vous pouvez monter» et je dis: «Bah, OK, OK, j'y vais» et donc j'ai fait la session avec tout le monde et après ça a débouché sur mon premier CDI, proposition de 1er CDI. Voilà, c'est mon conseil, aussi, faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Oser quoi, oser faire des choses. Ouais, oser et saisir les opportunités, exactement. Est-ce que tu aurais des recos de podcasts pardon, ou livres à partager? Ouais, alors, dans les podcasts vidéo, alors, en lien avec la technologie, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est Underscore, ça s'appelle. Donc
c'est des podcasts qui sont faits sur un peu la nouvelle technologie, sur, les cryptoactifs, mais vraiment en lien avec la technologie, hein, c'est-à-dire, comment, on peut, créer un modèle génératif, avec ses propres machines et cetera. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de me tenir au courant de ces nouvelles technologies. Un autre podcast qui a rien à voir, mais plus sur l'humain, faire le lien entre la technologie et l'humain, c'est La Veillée, ça s'appelle. La Veillée, c'est quelqu'un qui invite en fait des anonymes et parfois aussi des gens connus à raconter une expérience qu'ils ont vécue. Ça dure en général, une dizaine de minutes et puis sur la soirée, il y a, je sais pas, une petite dizaine de personnes qui se succèdent et donc en fait, c'est toujours des expériences de vie assez incroyables que les gens peuvent avoir et donc j'aime beaucoup écouter, de temps en temps, des anecdotes et sur les livres, alors j'en ai 2. Le 1er, c'est, que j'ai un livre, qui est sur le management qui s'appelle The Making of a Manager, de Julie Zuo. ZHUO. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé chez Facebook et qui donne un peu ses tips sur le management et c'est intéressant, hein, parce que le management, on n'est pas vraiment formé à devenir manager, mais par contre il y a des bonnes pratiques, en tout cas des choses intéressantes à mettre en place quand on est manager qui fonctionnent pour que finalement tout le monde trouve sa place, que ça soit le manager ou l'équipe aussi, du manager. Donc ce livre, il est vraiment intéressant, je le recommande. Et pour revenir sur la technologie, je conseille, le livre Blade Runner. Alors Blade Runner, je pense que c'est un film alors je crois que c'est 82, c'est un film qui commence à dater. Moi, j'avais vu le film que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai découvert le livre, qui est un petit livre qui se lit bien et qui diffère un petit peu du film quand même. C'est pour ça que je conseille le livre. Puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le film, l'idée de Blade Runner, c'est d'arriver, c'est le personnage principal. Enfin, Blade Runner, c'est écrit par Philippe Dick, voilà. Et le personnage principal, en fait, il doit identifier des androïdes et les différencier des humains. Et donc, il va mettre en place un test d'empathie pour essayer de savoir est-ce que la personne qu'il a en face de lui, c'est un robot ou c'est un humain. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de voir finalement qu'est-ce qui nous différencie des robots. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, je trouve que c'est un livre d'anticipation assez intéressant à lire. C'est vrai que j'avais regardé le film, mais le livre, j'avais pas du tout feuilleté. Je vais me le noter. Et maintenant, donc, on arrive vers la fin de l'épisode. Tu pouvais te donner un message à toi-même, le jour 1, du coup, quand tu as commencé à bosser chez EY, par exemple? Ouais, en fait, ça serait d'être patient. Sois patient, tu vas trouver ta place. Parce que c'est vrai que quand on est un jeune, je pense, jeune actuaire, mais jeune salarié dans son premier CDI, on sort de l'école, on sort en général de pas mal d'années d'études quand même, et on est, curieux, enfin moi en tout cas j'étais curieux de voir le monde professionnel et puis de mettre en œuvre en fait ce que j'avais appris à l'école dans le monde professionnel. Mais en fait voilà, il y a quand même c'est un monde qui est quand même différent, qui a ses codes et beaucoup de choses à apprendre. Comme tu disais, hein, même aujourd'hui en ayant 10 ans d'expérience, il y a des gens, ils ont 30 ans, 40 ans d'expérience, donc c'est un monde assez particulier et en fait ce qu'il faut, c'est rester patient et en fait on va trouver sa place quoi. C'est ça et je pense que c'est ça que je me serais dit à moi-même, au premier jour, c'est: «Prends ton temps, ça va aller». Bah, franchement, merci pour cet échange-là. Est-ce que tu aurais, un invité à me Merci à toi. recommander pour un prochain épisode? Oui, alors je peux te recommander, une amie à moi qui s'appelle Mélanie, Guérin, alors son nom de jeune fille, c'est Brisson, qui a un parcours assez intéressant et qui est différent du mien. Aujourd'hui, elle est responsable du centre d'expertise actuarielle, ça s'appelle, à la CNP et en fait, c'est un service qui a été créé récemment, à des consultants, mais qui sont internes à la CNP. C'est une équipe de consultants, internes à la CNP et qui est basée à Angers aussi, parce que c'est aussi, de plus en plus d'assureurs qui ont des antennes comme ça, avec des actuaires qui travaillent plus à Paris, mais qui travaillent aussi, en région et ouais, Mélanie, c'est une amie de longue date. C'est une femme qui a plein de projets, qui est toujours partante, enfin, c'est un vrai moteur pour son équipe, et ses amis, donc je pense que tu auras plaisir à échanger, avec elle. Bah, je me le note, merci beaucoup pour la reco. Franchement, merci beaucoup pour l'échange, c'était super cool de parler avec toi au micro du podcast. Merci à toi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'espère que j'ai à peu près réussi à vulgariser, certains concepts qui peuvent être compliqués, du métier d'actuaire, mais merci encore une fois pour, ton invitation. Bah, merci à toi. Merci à tous et toutes aussi de me suivre dans le podcast. Les audiences augmentent, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à envoyer des messages aussi sur LinkedIn et laisser des petits avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou même Spotify. Merci beaucoup, beaucoup à vous et puis encore merci à toi Mathias. Merci Antoine, à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.